Benoît Youlou, nous savons, et j'espère que vous le savez, hein, c'est encore récent, l'ancien président de la République du Congo, je parle ici de Joachim Yomio Pango, vous le savez, a passé 11 ans en prison. Quand Sassou Nguesso l'a destitué, c'était un coup d'État, même s'il refuse souvent, non, c'était pas un coup d'État. Mais tout le monde sait que c'était un coup d'État. Il le destitue, il le met en prison, arbitrairement, comme ça se passe actuellement avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, Joachim Yobio Pango a passé 11 ans en prison. N'eût été la conférence nationale, il sortirait. Il ne serait pas sorti de là. Ça vous convenait avec moi. Et donc, moi, je veux savoir avec vous, est-ce que vous croyez ou vous continuez à croire que Sassou Nguesso peut sortir comme ça un matin, dire, bon, écoutez, libérez le général Jean-Marie Michel Mokoko, tant que lui, il est encore là au pouvoir, ou surtout que maintenant, il est en train de se projeter, je crois, bon, beaucoup parlent de la succession, et vous croyez qu'il peut encore libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, alors qu'il pense déjà à la succession, et certainement qu'il se dit, que c'est le plus grand danger si je le libère ici, là, c'est sûr et certain que je vais tomber. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la question avec Robert Adouki tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière? La vraie raison, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Sassou s'acharne sur le général Jean-Marie Michel Moko? Pourquoi le détient-il jusqu'à maintenant? 10 ans, c'est beaucoup. Même pas une rémission voilà, de peine. Alors, je parlais donc à Benoît Youlou, et On- certainement, bon, mais je vais repartir d'abord vers Jean-Paul mais Ebeka, je le sens déjà un peu je vais euh, apporter une très petite chaud là. réponse. Je Oui, vais apporter une petite réponse. Vous savez, il y a un oui, principe qui dit on ne secoue qu'un arbre porteur de bons fruits. Le général Mokoko, dans son calme, c'est ce que j'appelle moi de l'immobilisme agitationnel, c'est-à-dire son calme pèse, son calme tue. Et c'est en cela justement que les gens ont peur de ce monsieur. Parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko est le seul capable aujourd'hui dehors de rassurer, d'apaiser, de rassurer, de rassembler le peuple congolais. Et ce qui est contraire au système actuel. Et pour cela, les gens préfèrent le garder dans les geôles. Parce que ce monsieur, s'il est dehors, il n'accepterait jamais ce qui est en train de se passer au pays. Monsieur, Jean-Paul Ebenga, et je l'ai dit tout à l'heure, au Congo, lorsqu'on arrête un politicien, généralement, ben voilà, on l'accuse toujours d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. On a vu Paulin Makaya, je vous ai rappelé la jeune Chancelia Mulunda, c'était en 2022, une étudiante, simple étudiante, celle-là aussi, voilà, passé un bon bout de temps en prison comme ça, détenue arbitrairement, puisqu'il n'y a jamais eu procès. Elle a été libérée suite à la pression, voilà, des ONG congolaises. Nous avons aujourd'hui Maître Ben Kaben Masuka, qui lui aussi est en prison pour atteinte soit à disons, voilà, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. J'ai rappelé André Okombi Salissé, il y en a d'autres aussi qui avaient été arrêtés comme ça. Donc, en fait, quand on arrête un politicien au Congo, c'est le mot bien. Là, ça, c'est connu de tout le monde. C'est pour, entre guillemets, atteinte à la sûreté de l'État. Mais je reviens donc sur le cas général Jean-Marie Michel Mokoko, quelqu'un qui a drainé des foules tout à l'heure, Benoît Youlou l'a rappelé, les Congolais ont fait quand même confiance au général Jean-Marie Michel Mokoko. Ils ont adhéré à sa vision, à son idéologie. Ils ont voté massivement le général Jean-Marie Michel Mokoko, aussi, je crois, parfait, Guy Brice Parfait Kolela. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à son arrestation, telles que les choses se sont passées, que les Congolais n'aient pas réagi? Personne n'a réagi. Et même du côté de l'armée, parce qu'on a vu, bon, je n'incite pas les militaires d'aller faire quoi que ce soit, mais je m'interroge parce que dans certains pays, on a vu, hein, Dadis Camara, à un moment donné, ce sont ses amis de l'armée qui sont allés le sortir parfois de la prison, et voilà. On a connu aussi l'épisode de Marian Ngouabi lui-même quand il était en prison. C'est l'armée qui est allée le sortir en prison pour dire, ah non, ça passe pas. Ce sont les militaires qui sont allés le sortir de la prison. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le général Jean-Marie Michel Mokoko, encore qu'il a déjà passé presque 10 ans de détention arbitraire, que cela n'interpelle personne. Les populations, donc les Congolais, sont dans leur coin, l'armée dans son coin, tous ses amis. Voilà, il a eu quand même à former hein, dans l'armée. Il a mené des missions à l'international. On l'a vu. Qu'est-ce qui peut expliquer que tout le monde est là en train d'assister? Ce général, un Saint-Syrien en plus.
en train de s'éteindre en prison. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. Détenu arbitrairement, voici 10 ans le général Jean-Marie Michel Mokoko, dignitaire de la République, notamment commandeur de l'Ordre du Mérite congolais, est un officier militaire à la retraite. Ancien chef d'état-major général des forces armées congolaises, les FAC, et figure majeure de la transition démocratique en République du Congo dans les années 90 avec la conférence nationale souveraine. Une petite lueur d'espoir démocratique a connu le Congo, mais qui malheureusement n'a été qu'une courte parenthèse balayée par le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso en juin 1997. Opposant politique majeur, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a été arrêté après avoir contesté la réélection controversée du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. En mai 2018, il a été condamné à 20 ans de prison officiellement pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Mais il est de notoriété publique et des organisations internationales, notamment les Nations Unies, le savent également que c'est une détention arbitraire, motivée politiquement et demande ainsi sa libération sans condition. On en parle aujourd'hui avec le Mouvement pour Agir, MPA, sur ce plateau représenté par Jean-Paul Ebenga, Robert Adouki et Benoît Youlou. Bonjour chers messieurs. Bonjour Christian, heureux Bonjour, Christian. d'être Bonjour, mon cher Christian. Merci de vous joindre à nous pour évoquer les 10 ans de détention arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais avant de continuer, je vais vous proposer un reportage relatif au verdict du procès général Jean-Marie Michel Mokoko. C'était en mai 2018. Suivez. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville au Congo a condamné ce vendredi le général à la retraite Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison au terme d'un procès marathon qui s'est ouvert lundi. Selon l'acte d'accusation, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de troubles à l'ordre public. Le général Mokoko a opté pour la stratégie du silence, ses avocats et lui-même dénonçant, et je cite, un procès politique. Dans une lettre ouverte rendue publique le 8 mai dernier, il a réitéré sa position de victime d'une dictature qui a entrepris de l'intimider. Il a évoqué son immunité du fait de sa qualité de dignitaire de la République et par conséquent incapable d'être poursuivi par une quelconque juridiction congolaise. Un argument battu en brèche par les avocats de la partie civile qui a finalement été suivi par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville. Voilà, un commandeur de l'Ordre du Mérite congolais, donc un dignitaire de la République, jeté en prison sans avoir levé préalablement son immunité juridictionnelle. N'est-ce pas que c'était là un indice clair sur la suite que devrait connaître son procès? La parole à qui souhaiterait la prendre en premier? bien, merci. Je vais la prendre en premier. Nous avons tous suivi ce procès et comme tu viens de le relever, Christian, le fait que l'on prenne en justice un dignitaire de la République montrait déjà bien la détermination des tenants du pouvoir de Brazzaville. Et le général Mokoko, très vite, l'avait compris, puisqu'après tout, durant tout son procès, il a observé le silence, parce qu'il savait que les dés étaient déjà jetés. Il s'était déjà rendu compte de la détermination du pouvoir, et il l'a dit le jour du verdict qui était tombé. Il avait dit il n'avait plus que son honneur à défendre, parce que le reste, ce n'était que des décisions politiques.
Donc, on ne pouvait plus revenir là-dessus. Et il savait bien que face à lui, c'était un système brutal, violent, contre lequel on ne s'était pas bien préparé, contre lequel ça devait être très difficile de pouvoir leur faire comprendre autre chose que ce qu'ils voulaient réaliser. Vous voyez? Donc, pour l'instant, je crois que c'est l'une des réponses que je peux donner. Je crois que le général Jean-Marie Michel Mokoko, vous l'avez relevé, c'était un ancien chef d'état-major comme les autres chefs d'état-major. Mais là, il était chef d'état-major à un moment très particulier de l'histoire politique de notre pays. Il était chef d'état-major à un moment où le Congo, qui était un pays qui défendait la liberté au niveau de l'Afrique, a dû envoyer un grand nombre de jeunes en formation militaire dans tous les pays qui défendaient la liberté ou la libération. Puisque vous savez bien qu'un pays comme l'Angola, le Mozambique, à l'époque la Rhodésie, la Namibie, tous ces pays étaient en quête de liberté, de libération, puisqu'ils étaient sous colonisation. Et le Congo qui les a aidés dans cette lutte de libération devait donc former un grand nombre de cadres envoyés dans des pays, dans l'ex-Union soviétique, par exemple. Et le général Mokoko se retrouve chef d'état-major avec des compétences venant de partout, donc des pays de l'Est, des pays occidentaux. Il fallait faire de telle sorte que tous ses compatriotes se retrouvent dans le pays et exercent ce qu'il fallait faire, donc l'art militaire. Alors comment faut-il faire pour rassembler tout ce monde? Et là, le général Mokoko s'est basé sur l'art militaire et la compétence et l'attachement à la patrie. Et c'est ce qui a fait que notre armée a trouvé une orientation partagée par un grand nombre de compatriotes. C'est ce qui a fait sa réputation, la réputation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous voyez donc ce compatriote attaché à la nation, attaché à la patrie, a continué avec cette dynamique jusqu'à ce que nous atteignions ce que tu as relevé, la tenue de la conférence nationale. Donc l'arrimage de notre pays à la démocratie. Et là, le général Jean-Marie Michel Mokoko, chef d'état-major, était un artisan, un acteur majeur de la tenue de cette conférence nationale. Alors vous voyez donc un homme qui s'est investi, qui a montré son attachement à la patrie et qui se retrouve par des contorsions d'un système juridique constitué, je peux même le dire, de magistrats pas trop sérieux, puisqu'après tout, je dis et je pèse mes mots, les tenants du pouvoir eux-mêmes ont constaté même que ceux qui étaient des magistrats qui ont jugé le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est des magistrats véreux qui ont été même sanctionnés par les mêmes tenants du pouvoir. Vous voyez, on est dans un pays qui s'est comporté de cette manière, une manière que nous recusons aujourd'hui avec beaucoup d'énergie. Je crois que le peu que je dis peut permettre une introduction à notre émission. Évidemment, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est une justice qui pose problème, hein. De toute façon, Denis Sassou Nguesso lui-même le sait, lorsqu'il parle du ver qui est dans le fruit, il est devant les magistrats, il est devant le corps judiciaire. Donc, c'est de ce corps dont il parle, en fait, où le ver est dans le fruit. La bataille contre les antivaleurs qui gangrènent le système judiciaire congolais est donc engagée. Détruire le ver dans le fruit est une obligation. Expression du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la clôture de ses travaux. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres.
à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Benoît Youlou, un dignitaire de la République jeté en prison et sous le silence, j'allais dire, complice de toutes les institutions de la République. Je parle ici du Parlement congolais. Bon, si tant est que c'est un Parlement, donc l'Assemblée, le Sénat et tout ce monde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle lecture faites-vous finalement de ces institutions? Eh ben, merci, mon cher Christian Perrin, d'abord de m'avoir invité sur le plateau pour défendre les intérêts non seulement d'un homme, mais d'une république. Incarcérer un justiciable pour des motifs de droit commun, cela s'expliquerait normalement. Mais là, il s'agit d'une arrestation à caractère politique. Et nous assistons là à la défaillance de la justice congolaise. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, arrêté, bénéficiait d'une immunité. Ils ont fait fi de tout ça. Ils l'ont arrêté comme un malpropre et jeté dans les geôles de la satrapie. Je l'appelle ainsi parce que c'était le mot qui convient pour la circonstance. Le général Mokoko est un digne fils de la nation congolaise. Il a su montrer par sa façon d'être, par ses mérites, ce qu'il est. Il a d'abord prouvé lors de la tenue de la conférence nationale souveraine en 1991, n'eût pas été sa grandeur d'esprit. Cet homme qui s'est engagé dans les forces publiques pour défendre la nation, et non un homme, pour défendre la nation et défendre les institutions de la République. Je crois que la conférence nationale souveraine aurait pu voler en éclats et subir la déconfiture. Il a tenu bon, et la conférence nationale a permis à ce que le Congo soit ce pays qui s'arrive au principe de la démocratie, à l'avènement du pluralisme politique. Et voilà ce monsieur, respectant les institutions, envoyé en mission comme conseiller spécial du chef de l'État, à l'appel du peuple qu'il a répondu, ayant répondu à l'appel du peuple, a trouvé que le pays allait à volo et il s'est présenté pour défendre les intérêts du peuple. Il a répondu brillamment à l'appel du peuple. Ce n'est qu'en rentrant au pays qu'il s'est vu déjà qu'il s'est vu menacé par ce même peuple. Une partie du peuple, cette milice, cette soldatesse qui était envoyée expressement pour lui montrer le baptême de feu qu'il devait subir. C'était des signes prémonitoires, parce que le général de Gaulle avait fait et cause pour le peuple congolais, défendre ses intérêts, et à partir de ce moment-là, le système avait considéré que monsieur avait commis un crime de lèse-majesté. Il n'aurait pas fallu qu'il se présente, qu'il se porte candidat à la magistrature suprême, parce que les dignitaires de la République estimaient qu'il avait servi les institutions et qu'il devait être à la merci de ces mêmes institutions. Lui, c'est un homme digne
Il s'était engagé dans l'armée, non pas pour défendre un homme, mais pour défendre la République. La République étant menacée, ayant senti le danger venir, il s'est engagé, une fois de plus, pour défendre la République, pour défendre les institutions. Et c'est la conséquence logique de ce qui lui est arrivé. Il n'aurait pas fallu qu'il s'engage, il n'aurait pas fallu qu'il prenne fait et cause du peuple. Puisqu'il a pris fait et cause du peuple, monsieur s'est retrouvé en prison. Mais au regard de tout ça, quelles conséquences nous pouvons tirer? Je crois que la justice congolaise a failli. Mais elle n'a pas failli parce que la justice congolaise ne dit plus le droit. C'est une justice aux ordres. Elle n'est pas impartiale. À partir de ce moment, le général ayant pris fait et cause n'a fait que subir la foudre de ce système parce que c'est une justice qui est aux ordres, qui ne dit pas le droit et le général n'a fait que subir les conséquences de tous ces méfaits-là. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Si le général a répondu à l'appel du peuple, parce que c'est le peuple qui lui a demandé de se présenter, ayant senti le danger venir, et il s'est présenté. Mais à ce jour, je trouve que le peuple a quelque peu trahi la cause du général Jean-Marie Michel Moukoko. Parce que quand le général Jean-Marie Michel Moukoko répond à l'appel du peuple, ce peuple l'a accompagné. Pour la simple raison, pendant sa campagne, on a vu l'engouement, l'enthousiasme de ce peuple. Et au dernier moment, quand on l'a arrêté, plus personne n'a répondu à cette menace qu'on brandissait contre le général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est en cela que je dis, mais le peuple congolais, je crois, qu'a failli. Mais nous devons nous ressaisir. Il n'est pas trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le peuple congolais doit réviser sa position pour se dire que c'est nous qui l'avons amené à ce niveau-là et nous devons prendre nos dispositions pour en sortir. Le général Jean-Marie Michel Moukoko ne le mérite pas. En tant que général, qui était appelé déjà à faire prévaloir ses droits à la retraite, il aurait pu attendre le moment venu et puis se la couler douce, comme on dit, reposer dans son fief et puis se contenter du peu qu'on pouvait lui verser. Mais il s'était dit la nation d'abord. Tel instant où l'homme a pris fait et cause pour le peuple, je crois que le peuple devait répondre présent comme il avait fait dès le premier jour. Mais là, le peuple est absent. L'homme croupit dans les jours de la satrapie parce que le peuple l'a invité. Mais le peuple congolais, ressaisissez-vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Prenez votre courage, car personne ne le sortira de là, sinon le peuple congolais. Et, une fois de plus, nous ne sommes pas des sans-va en guerre. Nous demandons à la conscience collective. Nous sommes au début d'une ère nouvelle, pour la simple raison, le président de la République, dans son discours, il avait dit que nous démarrons une nouvelle République et que le Congo devait prendre le pli du développement. Mais on ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas de paix sociale. Et la paix signifie la garantie d'un équilibre dans la société. Nous devons arrêter avec ces méthodes d'arrestation arbitraire pour la simple raison nous muselons ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Il n'y a plus d'opposition parce que l'opposition est muselée. Ceux qui sont là, pour la plupart, sont des turiféraires pour la simple raison ils l'ont accompagné. Ils l'ont accompagné pendant les élections. Mais nous savons, nous, MPA, nous avons pris position en disant les élections, c'était un non-événement. Nous savons ce qui en découlerait. Effectivement, nous en sommes arrivés là. Pourquoi donc le peuple congolais se laisse abuser? Pourquoi donc ces intellectuels qui se disent citoyens de la République s'engagent pour encourager une telle mascarade, pour légitimer un système qui est aux abois? Pourquoi donc, peuple congolais, ressaisissons-nous, car le temps perdu est un bien qu'on se vole. Nous devons faire attention, nous devons revisiter nos intérieurs pour voir l'avenir différemment. Sachez une chose,
On ne peut pas concevoir ni parler de développement quand il n'y a pas de paix. La paix signifie une paix intérieure. La paix signifie s'assurer qu'il y a de l'eau qui coule au Congo, dans un pays qui regorge tant d'eau et que nous manquons d'eau à boire. Dans un pays où les gens travaillent et n'ont pas de salaire, parce que qui dit travail signifie après service fait, le monsieur doit nécessairement avoir une rémunération. Les gens attendent, ils ont des arriérés de salaire, ils ne sont pas rémunérés. On se demande comment ça se fait que le Congolais arrive à supporter de tels méfaits. Comment ça se fait que le Congo soit tombé aussi bas? Pourquoi les Congolais ne se ressaisissent pas? Pourquoi ils ne se remettent pas en question? Les gens sont corruptibles. Les gens monnaient leur liberté pour 2000 francs CFA. Mais qu'est-ce que 2000 francs CFA? Il y a un principe chinois qui dit, si quelqu'un te donne l'argent, autant mieux refuser, vaut mieux qu'il te donne une paix, une canne pour apprendre à pêcher. Mais le Congolais veut l'immédiateté des faits. En ce sens, il veut se contenter de 2000 pour colmater la brèche, alors qu'il doit concevoir à long terme, voire plus loin. Le Congolais manque-t-il de vision? Mes chers compatriotes, vous qui avez accompagné le système, où en sommes-nous? Eh bien, je pense que c'est une question à laquelle ils pourront répondre un jour, à l'autre, pourquoi pas. Alors, je vais me tourner donc vers Robert Adouki. Alors, c'est vrai, le général Jean-Marie Michel Mokoko, nous l'avons dit d'entrée de jeu, 10 ans déjà, détention arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont là les experts de l'ONU qui l'ont dit et qui ont d'ailleurs demandé sa libération sans condition. Mais Robert, quelles pouvaient être les vraies raisons de cette détention arbitraire, au-delà de tout ce qu'on nous présente, oui, tentative à la sûreté intérieure de l'État. Bon, ce qui est bizarre au Congo, c'est que tout le monde est accusé de tentative atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et bien curieusement, tous les Congolais, surtout les politiques, quand ils sont arrêtés, généralement, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est devenu d'ailleurs banal au Congo. Et vous verrez que même des jeunes qui n'ont rien à voir avec voilà, la politique, on peut les accuser d'atteinte à la sûreté de l'État. Je crois que c'est en 2022, par là, une étudiante, je me rappelle, une étudiante qui avait été arrêtée aussi. Elle aussi, on l'avait accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais tenu d'armes. Voilà, une étudiante atteinte. Alors, mais quelles pourraient être les vraies raisons de cette détention arbitraire général? Merci, mon cher Christian. Je vais essayer de rebondir sur ce que mon prédécesseur vient de dire. 16 juin 2016, 16 juin 2026, ça fait déjà 10 ans. Alors, moi, je les caractérise par 10 ans pour rien, parce que entre le point de départ en 2016, quand le général Mokoko a décidé d'être candidat, et les 10 ans que nous manifestons aujourd'hui, rien n'a changé concernant les Congolais. Que ce soit sur leur niveau de vie, que ce soit sur les détournements, que ce soit sur l'eau, sur l'électricité, comme on dit, les besoins même basiques d'un peuple, rien n'a changé. Ça veut dire que ça bloque quelque part. Monsieur Mokoko a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. Nous savons très bien qu'il s'agit là d'accusations purement politiques pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, il s'agissait d'un crime de lèse-majesté. Comment voulez-vous qualifier un tel crime? Mais le général reste droit dans ses bottes et aujourd'hui, le système, pour ne pas dire les tenants du pouvoir, font de M. Mokoko un symbole. Alors, je vais vous décliner quelques
principes qui font aujourd'hui de Mokoko un symbole. Il faudrait que le pouvoir, je ne veux pas être direct, mais j'essaie de suggérer parce que je pense que nous sommes appelés à vivre ensemble. Mokoko est un symbole sur l'état de droit aujourd'hui. Il est le symbole sur les libertés publiques. Il est le symbole sur l'indépendance de la justice. Il incarne également le symbole sur la place de l'opposition dans notre démocratie. Quel type de démocratie voulons-nous? Et enfin, il est également un véritable symbole pour la réconciliation nationale de notre pays. Moi, je crois qu'il faudrait qu'à un moment, pour un individu qui n'a pas volé un œuf, qui n'a pas volé un bœuf, encore moins la voisine du marché, avoir été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, enfin, à 20 ans, il a été condamné à 20 ans, avoir accompli 10 ans aujourd'hui, je pense qu'il a la moyenne. Il serait temps, et ça j'exhorte les tenants du pouvoir actuel, à faire preuve d'humanisme et de clémence, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce titre, je continue de croire que malgré la violence, la brutalité du pouvoir, malgré les voix dissonantes qui ont du mal à se faire entendre, nous, Mouvement pour Agir, sommes encore là pour éveiller, pour sensibiliser et pour dire la vérité. Le général Mokoko n'a plus sa place en prison. Oui, mais donc je vous posais la question tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet acharnement de Denis Sassou Nguesso sur le général Jean-Marie Michel Mokoko? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la Parce tête que de M. Sassou. d'aucuns disent hein, voilà, qu'il en a fait un prisonnier personnel. Voilà. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, mais il y a aussi André Okombi Salissa, le député André Okombi Absolument, Salissa, lui aussi absolument. qui a été jeté en prison sans avoir levé son immunité parlementaire au préalable. Donc on comprend très bien que, bon, comme vous l'avez dit, c'est une justice aux ordres, et puis ça se comprend. Mais quel intérêt, pourquoi les maintenir comme ça en prison? Pourquoi est-ce que c'est une élimination politique, c'est ça? Il y a une crainte Ben, dans ce sens? tout simplement, je crois que M. Sassou, au-delà de sa personne, il faut savoir que ce monsieur lui-même est aux ordres. Il agit face à une commande qui vient d'ailleurs. Il est l'homme à tout faire, il est l'homme qui peut faire, il est l'homme qui fait. Bon, tant mieux pour lui, ça a l'air de lui réussir, puisque ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Comment voulez-vous qu'on puisse changer une équipe qui gagne? Alors, ce que je regrette, c'est que le Congo-Brazzaville, mon pays de cœur, perd du temps. On perd du temps parce que je pense que on aurait pu effectivement accélérer cette marche vers le développement, mais pas dans ces conditions. Un pays qui a des détenus politiques ne peut pas accélérer son développement. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de liberté. Comment voulez-vous libérer les énergies? Et ça pose encore d'autres questions parce que M. Sassou est dans une logique effrénée. On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais il y va quand même. Et je pense que dans la suite de notre programme, nous allons pouvoir le démontrer. Merci Robert Adouki. Jean-Paul Ebenga, et je l'ai dit tout à l'heure, au Congo, lorsqu'on arrête un politicien, généralement, ben voilà, on l'accuse toujours d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. On a vu Paulin Makaya, je vous ai rappelé la jeune Chancelia Moulunda, c'était en 2022, une étudiante, simple étudiante, celle-là aussi, voilà, passé un bon bout de temps en prison comme ça, détenue arbitrairement, puisqu'il n'y a jamais eu procès. Elle a été libérée suite à la pression, voilà, des ONG congolaises. Nous avons aujourd'hui Maître Ben Kaben Masuka,
qui lui aussi est en prison pour atteinte soit à disons, voilà, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. J'ai rappelé André Okombi Salissé, il y en a d'autres aussi qui avaient été arrêtés comme ça. Donc en fait, quand on arrête un politicien au Congo, c'est le mot bien. Là, ça c'est connu de tout le monde. C'est pour, entre guillemets, atteinte à la sûreté de l'État. Mais je reviens donc sur le cas général Jean-Marie Michel Mokoko, quelqu'un qui a drainé des foules tout à l'heure, Benoît Youlou l'a rappelé, les Congolais ont fait quand même confiance au général Jean-Marie Michel Mokoko, ils ont adhéré à sa vision, à son idéologie, ils ont voté massivement le général Jean-Marie Michel Mokoko, aussi, je crois, Parfait, Guy Brice Parfait Kolela. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à son arrestation, telles que les choses se sont passées, que les Congolais n'aient pas réagi? Personne n'a réagi. Et même du côté de l'armée, parce qu'on a vu, bon, je n'incite pas les militaires d'aller faire quoi que ce soit, mais je m'interroge parce que dans certains pays, on a vu, hein, Dadis Camara, à un moment donné, ce sont ses amis de l'armée qui sont allés le sortir parfois de la prison, et voilà. On a connu aussi l'épisode de Marian Ngouabi lui-même quand il était en prison. C'est l'armée qui est allée le sortir en prison pour dire, ah non, ça passe pas. Ce sont les militaires qui sont allés le sortir de la prison. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le général Jean-Marie Michel Mokoko, encore qu'il a déjà passé presque 10 ans de détention arbitraire, que cela n'interpelle personne? Les populations, donc les Congolais, sont dans leur coin, l'armée dans son coin, tous ses amis, voilà, il a eu quand même à former hein, dans l'armée. Il a mené des missions à l'international. On l'a vu. Qu'est-ce qui peut expliquer que tout le monde est là en train d'assister? Ce général, un Saint-Syrien en plus, en train de s'éteindre en prison. Bien, je vais tenter de donner peut-être pas une explication, mais une interprétation des faits. Il ne faut pas négliger le fait, nous l'avons tous relevé d'ailleurs, que ça fait près de 40 ans que M. Sassou est à la tête du pays, un agent de renseignement assez distingué dans notre pays, puisque c'est sa spécialité. Et vous voyez, le peuple, le but, ce n'est pas de devenir martyr pour être martyr dans un pays. Face au peuple, nous avons une structure qui a eu le temps de mettre en place un dispositif de répression, parfois visible, grandement visible, puisqu'on peut abattre n'importe qui, donc ouvrir le feu sur n'importe quel citoyen congolais, et en même temps un autre système insidieux d'empoisonnement et autres. Et tu venais de relever que le général Mokoko a mobilisé un grand nombre de compatriotes. Et effectivement, cette mobilisation, ce n'était pas tant une vision qui était expliquée, mais c'était le contact avec le peuple. Le contact, moi je me souviens comme si c'était hier, tout le travail de fond qui a été réalisé en direction de la région du Kwilu, parce que c'était réfléchi. Vous savez bien, tu venais de parler de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, pour essayer de faire de telle sorte qu'il ait une majorité populaire en sa faveur, il a dû rassembler, à l'époque, administrativement, le Congo était réparti en préfectures. Marien Ngouabi a dû rassembler 3 préfectures. La préfecture de la Lima, la préfecture de Mosaka et la préfecture de l'Équateur. Il a créé dans ce rapprochement de préfecture une dynamique qui lui a donné une forme de popularité. Et puis après, bon, il a pu accéder à la magistrature suprême. Le président Lissouba... Oui, mais bien avant, il était en prison. Ce sont les militaires qui sont allés le sortir de là. Mais non, pour les militaires, le fait que les militaires ne se soient pas levés, par exemple, sous Mokoko, le général Mokoko, mais on voit bien que c'est Sassou qui revient encore quand même au pouvoir. Sassou qui était le système, il ne faut pas qu'on en parle de l'individu, le système Sassou qui était au pouvoir, qui a dû
manœuvré pour réduire l'effet de l'armée dans notre pays jusqu'à la conférence nationale. Et après la conférence nationale, sous l'Issouba, nous avons eu là, pour ceux qui suivent attentivement l'évolution politique de notre pays, nous avons des propos tenus par des soi-disant députés pour montrer combien de fois le système animé par Monsieur Sassou, militairement, s'est structuré, s'est développé, s'est approfondi dans la violence. Et puis après, 97 encore, une guerre fratricide où c'est toujours le système Sassou qui prend le dessus sur les autres. Bon, il faut peut-être préciser que c'était un coup d'État militaire, parce que la guerre, en fait, il n'y a jamais eu guerre au Congo. Bon, enfin, d'une précision, Non, hein, c'est un coup d'État. J'ai bien précisé guerre fratricide, c'est-à-dire entre Non, nous. non, bon, enfin, moi, je suis pas, je ne souscris pas à cela parce que je me dis c'est un coup d'État militaire. Bon, Le c'est un Congo coup a d'État. été envoyé par les armées étrangères, Voilà. des C'est un mercenaires coup étrangers d'État. payés par Elf. Tout le monde connaît ce qui s'est Et, passé. et, Donc, et voilà, là, mes si tu frères. apportes l'eau à mon moulin, Mhm. c'est-à-dire assisté Merci. même par l'étranger, par Oui. des étrangers. Donc, quelqu'un qui est soutenu du point de vue militaire, si vous avez été formé dans de bonnes écoles de guerre et autres, ben, en tant que militaire, vous vous dites, ben, le rapport de force n'est pas en ma faveur. Et donc, je n'ai pas à me lever juste parce qu'il faut que je sois un martyr. Je ne crois pas que les militaires, ceux qui ont refusé de raisonner comme ça, quelque part, c'est parce que face à nous, ben, il y a du feu. Il y a quelqu'un, mais même aujourd'hui, tous les Congolais savent que nous n'avons même plus une armée en tant que telle. C'est beaucoup plus une milice qui est là, une milice qui prend le dessus. Regardez comment est-ce que toute notre armée a été désorganisée, où vous avez une garde présidentielle qui normalement s'occupe de la sécurité présidentielle. Mais cette garde a le dessus sur tous les autres bataillons. Même le dispositif de sécurité publique, la police, n'existe pratiquement plus. Pourtant, à sa tête, il y a un général qui a un cursus scolaire, universitaire, qui pouvait bien l'amener à mieux gérer la sécurité publique. Mais tout ça, c'est inexistant. Vous ne pouvez même plus parler d'un Oui, mais bataillon pardon, excusez-moi, Jean-Paul Ebenga. militairement. Oui, Jean-Paul Militairement, ça Ebenga. soit le dessus, ça fait peur à tout le monde. Nous parlons du général Jean-Marie Michel Mokoko, pas n'importe qui. Un des plus sérieux, j'allais dire, soldats du Congo, reconnu, bien formé. Je l'ai rappelé exprès, un saint syrien, un des officiers les plus respectés, qui a dirigé l'armée congolaise, chef d'état-major général, pas les moindres, que même Sassou, en fait, craignait ou craint, puisqu'il l'a mis en prison. Ça se voit. Ce monsieur a formé, il a conduit des troupes, il a eu des soldats sous lui. Et moi, donc, je ne comprends pas que 10 ans après, que tout le monde s'est rendu compte que finalement, sa détention est arbitraire, c'est pas justifié. Vous avez dit tout à l'heure encore que quelqu'un ait volé un petit bout de pain, oui, prisonnier de droit commun, on va le comprendre. Mais maintenant que tous les Congolais, c'est de notoriété publique, tout le monde sait qu'il est détenu arbitrairement. 10 ans, c'est beaucoup. Avoir privé quelqu'un, 10 ans, c'est assez. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusque-là, personne ne prenne conscience, même pas dans les rangs de l'armée? Moi, ça m'interroge. Voilà pourquoi je disais que Je ne dis pas aux militaires d'aller faire un coup d'État militaire, mais je pose la question, qu'est-ce qui peut faire que un soldat congolais qui a été sous Mokoko, ils sont nombreux, qui assistent à ce qui se passe, mais on nous a beau parler de 50 ans de dictature ou de 100 ans d'un siècle, ça ne se justifie pas. Non. Il y a des généraux qui pouvaient dire à Sassou, attention, bon, ok, tu l'as assez puni, mais ça suffit, non? Même Oui. nous, les civils, moi, civil, je pense Même déjà les, ça. non, même les civils, puisqu'après tout, on a l'exemple patent du Vietnam où on avait le général Giap, c'était un civil, un enseignant. Donc voilà pourquoi je disais, je n'explique pas, mais j'interprète. Pourquoi est-ce qu'il y Oui. a cette attitude affichée? Mais je ne dis pas que les militaires congolais, aucun des militaires ne dit que bon, voilà, trop c'est trop. Parce qu'après tout, on n'est pas dans les officines qui existent, les officines politiques. Nous ne sommes pas partout. Donc, nous pouvons être porte-parole
des Congolais qui peuvent aujourd'hui, tu l'as bien relevé, bon, il y en a peut-être qui pensent et qui disent trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, mais j'ai voulu parler même au niveau de l'armée. Même les militaires eux-mêmes, nous avons un chef d'état-major qui est là, qui, qui donne l'image de quelqu'un qui ne contrôle même plus son armée, puisque la sécurité du président de la République, c'est pas tant celui-là qui est le chef de ce bataillon, c'est quand même l'affaire du chef d'état-major général. Or, le chef d'état-major général semble ne pas bénéficier de cette aura-là de quelqu'un qui protège le président de la République. Non, c'est l'individu, le général, le commandant d'une garde présidentielle. Mais tout ça, je crois que si on allait dans les explications, je suis sûr qu'au sein de notre armée, il y en a qui se disent trop c'est trop. Oui, il y en a qui se disent trop c'est trop, on attend voir ce qu'ils sont capables de faire. Non, on attend peut-être qu'ils passent à l'acte. Oui, ben, naturellement, parce que finalement, dans un pays où les lois ne sont plus respectées, c'est la moindre des choses, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais renvoyer donc certains de nos téléspectateurs à aller lire l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. C'est clair, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, le peuple n'a qu'une réaction. Je ne veux pas inciter les Congolais à l'insurrection, mais c'est bien dit dans cet article-là que chacun aille lire. Alors, Benoît Youlou, nous savons, et j'espère que vous le savez, hein, c'est encore récent, l'ancien président de la République du Congo, je parle ici de Joachim Yomi Opango, vous le savez, a passé 11 ans en prison. Quand Sassou Nguesso l'a destitué, c'était un coup d'État, même s'il refuse souvent, non, ce n'était pas un coup d'État. Mais tout le monde sait que c'était un coup d'État. Il le destitue, il le met en prison, arbitrairement, comme ça se passe actuellement avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, Joachim Yobio Pango a passé 11 ans en prison. N'eût été la conférence nationale, il sortirait. Il ne serait pas sorti de là. Ça vous convenait avec moi. Et donc, moi, je veux savoir avec vous, est-ce que vous croyez ou vous continuez à croire que Sassou Nguesso peut sortir comme ça un matin, dire, bon, écoutez, libérez le général Jean-Marie Michel Mokoko, tant que lui, il est encore là au pouvoir, ou surtout que maintenant, il est en train de se projeter, je crois, bon, beaucoup parlent de la succession, et vous croyez qu'il peut encore libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, alors qu'il pense déjà à la succession, et certainement qu'il se dit que c'est le plus grand danger si je le libère ici, là, c'est sûr et certain que je vais tomber. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la question avec Robert Adouki tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière? La vraie raison, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Sassou s'acharne sur le général Jean-Marie Michel Mokoko? Pourquoi le détient-il jusqu'à maintenant? 10 ans, c'est beaucoup. Même pas une rémission de peine. Alors, je parlais donc à Benoît Youlou, et certainement... Bon, mais je vais repartir d'abord vers Jean-Paul Ebeka, je le sens déjà un peu je vais apporter une petite très chaud réponse. là. Oui. Je vais apporter une petite réponse. Vous savez, il y a un principe qui dit on ne secoue qu'un arbre porteur de bons fruits. Le général Mokoko, dans son calme, c'est ce que j'appelle moi de l'immobilisme agitationnel, c'est-à-dire son calme pèse, son calme tue. Et c'est en cela justement que les gens ont peur de ce monsieur. Parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko est le seul capable aujourd'hui dehors de rassurer, d'apaiser, de rassurer, de rassembler le peuple congolais. Et ce qui est contraire au système actuel. Et pour cela, les gens préfèrent le garder dans les geôles. Parce que ce monsieur, s'il est dehors, il n'accepterait jamais ce qui est en train de se passer au pays. En tant que combattant, comme je l'avais dit tout au départ, il est celui qui s'est engagé dans l'armée pour défendre, non un homme, mais la nation. Et il se leverait effectivement pour défendre la nation. Mais malheureusement pour lui, il a été mis aux arrêts arbitrairement. Et c'est ce qui fait que M. Sassou ne pourra jamais le faire sortir. Parce que s'il sort, il sait que c'est son système qui serait mis à mal. Mais enfin, moi, j'ai confiance en l'homme. Je me dis, j'espère que M. le président Denis Sassou Nguesso a un peu d'humanité. Parce que 10 ans, c'est déjà trop. Et 20 ans, non, il faudrait qu'on se ravise. Robert, j'ai l'impression que vous continuez à croire à ce monsieur. Il faudrait qu'on se ravise. C'est permis.
dans tous Mais les on cas, on peut espère qu'il y voir. a un peu d'humanité, qui reste avant tout Absolument. humain. Merci beaucoup, Benoît Youlou. Je repars donc vers Jean-Paul Ebenga et tout à l'heure, je serai avec Robert Adouki. Alors, je posais donc la question. euh, c'est vrai, tout le monde espérait, hein, depuis fort longtemps, voir un jour Sassou Nguesso reprendre un peu d'humanisme, comme on a dit, une once d'humanité, parce que chacun a toujours ce côté-là. Et on nous a toujours dit, le pouvoir, c'est aussi un peu dose de sagesse. Un pouvoir sans sagesse n'est pas un pouvoir, ça devient, ben voilà, une machine qui broie tout le monde. Mais nous parlons ici de quelqu'un que nous avons tous observé, hein, depuis maintenant, là, ça fait quand même 43 ans qu'il est au pouvoir. Donc on ne peut plus se tromper sur lui. Hein, on peut faire les analyses, on peut poser des hypothèses, on connaît qui est Denis Sassou Nguesso. J'ai rappelé ici ce qu'il a déjà fait avec Yombi Opango. Euh, comment faire pour sortir le général Jean-Marie Michel Mokoko là où il est? Parce que lui aussi doit quand même se poser des questions, c'est sûr et certain qu'il se pose ces questions, il se demande souvent mais comment les Congolais m'ont abandonné comme ça? On ne peut plus compter sur Sassou Nguesso avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lui, il voit les jaloux là, il voit son fils le succéder et autres. Et son fils ne peut pas le succéder pendant que Mokoko est dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le tout, c'est de faire, d'arriver à arrêter l'exercice de son pouvoir. Et ça, tous les Congolais y croient. Les Congolais savent que l'exercice du pouvoir politique au Congo par le président Sassou, par M. Sassou, va s'arrêter ou doit s'arrêter. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Nous avons vu M. Sassou diriger le pays. Il est en train de tout faire pour que les choses soient en sa faveur, ce qui n'étonne personne. Dire que de son propre gré et avec son entourage, il décide de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko parce qu'il va se dire, bon, ben voilà, je l'ai enfermé, je l'ai réduit à néant, je suis un homme sérieux et autres, il faut que le général Mokoko trouve sa liberté. Ça, on ne s'y attend pas du tout. Par contre, là, mon frère Benoît l'a dit, on croit en l'homme. L'homme en tant qu'être humain qui peut s'améliorer. Mais quand est-ce qu'il va s'améliorer? Ça, personne ne le sait. Et tu l'as bien relevé, M. Sassou, pour sa succession, il pense à son fils, il pense à ses parents. Donc, il n'y a rien qui montre que M. Sassou va libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, là, nous parlons de la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et tu l'as bien relevé, la libération des autres détenus politiques, donc de Kombi Salissa, de Ben l'avocat Kaben Masuka, oui, et ils sont d'autres nombreux, encore. comme ça, Et voilà. autres. Ce sont les souhaits que nous émettons, parce que nous savons qu'on ne peut pas construire notre pays dans le calme, dans la quiétude, en ayant tous ces travers. C'est impossible. Donc, le rêve de M. Sassou de créer une succession, parce qu'il aura défini lui-même avec son petit clan et autres, cette vision, je discute de temps à autre avec les jeunes générations qui me disent finalement, Monsieur Ebenga, la contradiction principale qui opposait le peuple congolais à la néocolonisation ou à nos colonisateurs, peut-être la contradiction principale, c'est celle qui oppose le peuple congolais aux compatriotes qui ont une vision qui ne permettent pas au Congo d'éclore. Donc, tous ces compatriotes-là qui font barrage à l'évolution du Congo, qui font barrage à l'émancipation du Congo, et vous pouvez prendre l'exemple dans les pays d'Afrique de l'Ouest, la guerre que ceux qui dirigent les trois pays que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont ceux qui sont aux commandes, qui sont attachés à la souveraineté, à l'évolution de leur pays, et ils sont contre leurs propres compatriotes. C'est vrai que ces compatriotes-là sont assistés par 2 ou 3, 4, 5 étrangers, mais ce sont leurs propres compatriotes qui barrent le chemin de l'évolution, de l'émancipation de ces pays. Et si le Congo, malheureusement, tel que les choses se présentent,
On a des compatriotes qui freinent l'évolution du Congo, mais ils seront face aux Congolais qui veulent se libérer. Donc nous espérons que le système animé par M. Sassou, c'est sûr, il prendra fin d'une manière ou d'une autre. On n'est pas Oui, il obligé. prendra fin d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est vrai que toute chose a un début et une fin, ça nous le savons. Bon, est-ce qu'il faut continuer à tendre, comme qui dirait, la providence? Ben, bref, Robert Aldouki, le principe du fonctionnement de Denis Sassou Nguesso est connu de tout le monde. Tout opposant sérieux qui le gêne bah, est voué soit à la disparition politique ou même physique. Des exemples existent. Et ici, nous parlons donc du général Jean-Marie Michel Mokoko qui a déjà 10 ans de détention arbitraire. C'est énorme. Et je parlais même de pourquoi pas la réduction de la peine, ça arrive. Mais même là, Denis Sassou Nguesso n'amorce même pas un pas. C'est-à-dire, rien ne présage qu'un jour, il pourrait prendre une décision, voilà, de le libérer, malgré qu'il vient de passer déjà 10 ans en prison. Et bon, est-ce qu'il faut parler en termes de trahison? L'élite congolaise a-t-elle trahi? Les Congolais ont-ils trahi leur leader? Et c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que finalement, les Congolais ont trahi le général Jean-Marie Michel Mokoko? Parce que n'attendons pas qu'un jour on nous dise, ben voilà, il est décédé pour qu'on se mette à s'agiter encore pour dire. Non, c'est horrible ce qui se passe. C'est une question difficile. C'est une question difficile au vu de l'histoire politique de notre pays. Ce que je peux vous dire, nous sommes face à un pouvoir brutal. Nous sommes face à un pouvoir qui ne recule face à rien et on peut s'attendre à tout. Je reste persuadé que M. Sassou est la pierre angulaire d'un système bien orchestré, bien huilé, bien organisé, qui a fait ses preuves. Et si 10 ans plus tard, M. Mokoko est toujours vivant, je pense qu'il le restera encore pour la suite. Ça, c'est ma conviction. C'est S'ils votre... voulaient le tuer, Oui. ils l'auraient fait. Non, Alors, mais moi, quelqu'un, pardon de vous arrêter comme ça, beaucoup m'ont dit, beaucoup, curieusement, quand j'essaie de recouper les informations, ils disent la même chose. Pour eux, ils se disent, si le général Jean-Marie Michel Mokoko est encore vivant, dans ces conditions-là, c'est simplement parce qu'il serait, eh ben voilà. Comprenez ce que je veux dire, du même côté, du même coin que de Lissa Nguesso. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il l'aurait déjà éliminé. Et il l'a déjà fait, ça tout le monde le voit. Donc, si le maintien là, c'est quelque part, c'est qu'il se dit aussi, ben, si jamais il venait alors, à je vais décéder, aller au-delà. Je vais aller voilà. au-delà. Oui, C'est un peu minimaliste parce que être du même coin, oui. Si Mwabi a fini comme il a fini, je démontrais un peu ce que vous êtes en train de dire. Le général Mokoko aujourd'hui, et M. Sassou doit le savoir, est sa sécurité sociale. C'est son assurance vie. c'est-à-dire. Ah ben, c'est-à-dire, s'il met fin au jour du général Mokoko, c'est sa fin également, tout simplement. Donc, il est devant un dilemme alors. Il le libère, il Alors, met fin à son règne, ben, et s'il décède aussi, c'est la fin de son règne. À je ce ne suis moment-là, on pas fait dans le quoi? secret, je ne suis pas dans le secret, mais vous savez, quand vous voyez ce qui se passe entre le président Diomaye Faye et son nouveau président de l'Assemblée, on se pose mille et une questions et on n'aura jamais la réponse. Seuls eux deux savent. Moi, je suis convaincu d'une chose. Quand je me suis engagé en politique, qu'il y a des questions sur lesquelles je ne devrais pas me mêler. Je ne défends pas mon coco l'homme en tant que tel. Je défends des idéaux. C'est un monsieur pour lequel je me suis engagé par rapport aux idéaux qu'il a défendus. Sassou peut le tuer, mais je ne vais pas lui encourager parce que je le défendrai. Oui, les idées, on ne les tue pas. De toute façon, tout le monde le sait. Un leader, on Absolument. peut l'éliminer, mais les idées vont Absolument. Je continuer à continuerai à émerger. défendre les idéaux du général Mokoko tant que je le pourrai.
parce que ce qu'il est en train de subir est injuste. Je fais ma part et j'estime que notre devoir, c'est d'exhorter le peuple pour lequel il s'est levé à faire sa part également. Monsieur Sassou n'est pas éternel. Et je pense que, vous savez, en politique, c'est pas quand votre adversaire est en position de force que vous allez l'attaquer. Il y a un moment, il faut savoir attendre son heure, son temps pour pouvoir agir. Et le mouvement pour agir agit au quotidien. Sassou, nous ne le lâcherons pas. Tokoti Kate, nous l'avons déjà dit, il le sait. Il est dans une impasse. Il veut accélérer la marche. Quelle marche vers le développement veut-il accélérer si tout est bloqué, tout est au chaos? Les détournements, le chômage des jeunes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, il fait des déclarations à l'emporte-pièce. Il jette des pavés dans la mare. Le Congo lui a tout donné à ce monsieur. Comment compte-t-il sortir dans l'histoire? Comment compte-t-il exister une fois qu'il ne sera plus de ce monde? J'espère que de là où M. Mokoko est, il continue à réfléchir, oui, il se pose des questions, oui, mais forcément qu'il se pose des questions. Il doit se poser la question simple. Mais qu'est-ce que je fais ici quand je vois ce qui se passe dehors? Donc, il faudrait que les tenants du pouvoir actuel fassent preuve d'humanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, fassent preuve de clémence et que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour pouvoir poser les problèmes et donner un élan à ce pays pour que nous puissions repartir parce que nous avons un beau pays et tout Congolais aujourd'hui aspire au bien-être. Merci Robert Adouki. Il nous reste à peine 5 minutes. On va donc conclure. Malheureusement, nous n'allons plus aborder tous les volets qu'on avait prévus, mais on va conclure sur voilà le sujet qui fait encore débat, c'est l'ouverture des frontières à tous les Africains. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a déclaré, c'était le 25 mai dernier. Désormais, plus besoin de visa pour tous les Africains qui souhaiteraient se rendre au Congo, au Brazzaville. Bon, certains arguments ont été avancés. Bon, ceux qui défendent le régime, qui défendent la décision de Sassou Nguesso, la présentent comme étant une décision qui va favoriser disons, comme qui disait, des investissements étrangers au Congo, mais il y a un réel problème qui se pose et c'est là que tous les Congolais continuent à s'interroger sur l'aspect sécuritaire. Nous savons que le Congo-Brazzaville, c'est un pays où la sécurité pose encore problème. L'administration est très faible. Au Congo, on peut acheter un passeport pour voilà, un prix d'un bout de pain, tout le monde le voit. Les étrangers qui viennent acheter des passeports chez nous, des étrangers d'autres origines, bien entendu, mais qui ne sont pas congolais, parce que là aussi, il y a une différence, hein, parce qu'un étranger peut résider au Congo selon la loi congolaise, après un certain nombre d'années, je crois, il peut voilà, acquérir la nationalité congolaise, c'est normal, celui-là peut avoir son passeport, tout comme un étranger né au Congo, après, voilà, peut être congolais, il peut voilà, bénéficier de la nationalité congolaise. Il y a une différence. Mais je parle des étrangers qui quittent chez eux, arrivent au Congo juste pour acheter les passeports. Ça, il y en a plein. Et d'ailleurs, avant de continuer, je vais vous proposer cet élément, un petit extrait de la réponse que donnait Donald Trump au cours d'une interview. Il parle du Congo. Il mentionne très bien que beaucoup des prisonniers s'évadent au Congo et qui finalement se retrouvent aux États-Unis, et des étrangers qui, voilà, ils viennent beaucoup plus du Congo. Il parle même des meurtriers. Hein. Ça, c'est Donald Trump. Il insiste. On va le suivre et on revient sur le plateau. Les gens qui étaient en prison pour horrible, vous savez, ils ont libéré des prisons en Géorgie, de partout dans le monde, et les ont libérés non seulement en Amérique du Sud, partout dans le monde, le Congo et l'Afrique. Beaucoup de gens viennent du Congo.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont venus du Congo et partout dans le monde, ils sont venus, ont ouvert leurs prisons. Le Venezuela, pratiquement tous leurs prisonniers ont été libérés dans notre pays. Nous les avons pris parce que nous avions une administration incompétente. Appeler l'administration Biden et de réfléchir à ce qu'ils ont fait à notre pays. Et j'ai été élu pour régler cela, et je le fais. Mais nous avons des juges activistes qui ne veulent pas que les meurtriers soient envoyés hors de notre pays. Ils ne veulent pas de tueurs, de trafiquants de drogue, de barons de la drogue et de gens des établissements mentaux. Ils veulent qu'ils restent dans notre pays, je suppose. Je ne sais pas. Peut-être que c'est de leur. Alors voilà, donc vous avez suivi, là, Donald Trump insiste. Beaucoup viennent, c'est lui qui le dit. Il parle des autres pays aussi, hein, des originaires d'autres pays qui arrivent, mais beaucoup viennent du Congo. C'est lui qui insiste. Alors, des prisonniers qui s'évadent, des étrangers qui achètent des passeports chez nous, des cartes d'identité. Vous le savez, lors des élections, il y a beaucoup d'étrangers, nos voisins qui arrivent et qui ont des cartes d'identité qui vont voter. Voilà un pays, je le disais tout à l'heure, avec une administration tout à fait faible, sinon quasi inexistante. C'est ça la vérité. L'État n'existe plus au Congo. Et c'est à ce moment qu'on ouvre les frontières à toute l'Afrique, sans exception aucune. Je vais commencer par Benoît Youlou, ensuite ce sera Jean-Paul Ebenga et on va conclure avec Robert Adoki. Benoît Youlou. Merci une fois de plus, mon cher Christian Perrin. Vous voyez, je crois que là, M. Denis Sassou Nguesso a montré une fois de plus son côté filou. Pourquoi je dis qu'il est filou? C'est tout simplement parce qu'il a eu une riposte face à la vente des terres au Rwandais. Les Congolais ont répondu massivement qu'ils n'entendaient pas céder le pays aux étrangers. Et voilà, maintenant, ils décident de faire entrer des étrangers au pays sans visa. Ça suppose que les Rwandais vont rentrer massivement au Congo et continuer leur sale besogne. Mais cette sale besogne consiste en quoi? Non pas à annexer le Congo-Brazzaville parce qu'il manque de terres, mais aussi à prêter le flanc à la République démocratique du Congo pour mettre fin à un système qui tend à défendre les intérêts de ce pays-là. Et donc le Congo se trouve finalement mêlé dans la situation de crise à l'est de la République du Congo. Mais outre cela, il y a un fait qui est vraiment malheureux, l'arrivée massive des étrangers au Congo. Mais est-ce que le Congo a les moyens vraiment de recevoir tous ces étrangers-là? Déjà qu'on a Mais mal. l'argument opposé, c'est qu'ils disent le Congo n'est pas le seul pays à ouvrir ses portes à tous les Africains. Il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait. Mais d'autres pays qui l'ont déjà fait, pour quel résultat? Hier, on nous a imposé, après la guerre mondiale, on a imposé les Juifs sur les terres du Negev. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Aujourd'hui, les gens se battent pour les terres. Et ce sera la même chose pour le Congo. Actuellement, il se passe quelque chose, un drame entre l'Israël et le Liban. Je ne vais pas rentrer dans ce contexte-là. Mais que deviennent les Libanais qui sont chassés de leurs terres? Et le Congo est prêt à les recevoir. Pour la simple raison, il y a déjà le Congo, comme vous l'avez dit tout au départ, le Congo est considéré, inscrit, enregistré sur la liste noire des pays qui, disons, favorisent le terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme. Ça suppose que le Congo deviendrait une base du terrorisme. Les Hezbollah le groupe Hezbollah va s'installer au Congo. Et ce sera du terrorisme. Ce terrorisme-là sera en faveur de qui? C'est pour l'éventualité d'un système qui, malheureusement, s'en soit appelé à partir. Mais si demain, ça n'était plus là, ça suppose que celui qui viendrait aurait des problèmes. On nous inventerait des terroristes au Congo. Donc, une instabilité permanente. Non, il faudrait qu'on arrête ça. Qu'on arrête. Nous n'avons pas les moyens déjà de contrôler nos frontières. Nous n'avons pas les moyens déjà de satisfaire l'intérêt général des Congolais. Et voilà, on veut s'immiscer, on veut s'engager dans des voies que nous sommes incapables de maîtriser. Comment ça se fait? Le président Denis Sassou Nguesso n'aurait-il pas des conseillers capables de prévoir
de l'entraîner vraiment à prendre conscience d'une situation qui serait désastreuse pour le Congo. Pourquoi agit-on comme ça? Dans quel intérêt? Dans quel but? Dans quel intérêt? Dans quel but? Le Congo, est-ce que le Congo est appelé à devenir une terre des Congolais sans les Congolais? Parce que tout cet afflux des gens qui vont arriver au Congo, nous ne sommes qu'à peine 6 millions. Et si on ouvrait cette vanne de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Les Aïrois vont venir au Congo, s'il arrivait que les Aïrois soient menacés. Enfin, permettez-moi de parler du Zaïre. Les Congolais de la République démocratique du Congo, ne fût-ce que la capitale, Kinshasa, qui détient au moins plus de 25 millions d'habitants. Mais s'ils déversaient tout ce monde à venir au Congo, parce que les gens n'auraient plus besoin de passeport, selon Oui. nous, Prenons à même seulement 3000 Congolais de l'autre côté à de se l'autre déverser côté. sur Brazzaville. Là, là. Bon, alors, non seulement il y a ce flux migratoire-là, mais nous savons qu'aujourd'hui au Congo, les Congolais souffrent. Des pans entiers d'économies informelles sont tenus par les étrangers. Combien de fois quand il y aura encore plus d'étrangers qui vont arriver d'une manière massive au Congo? Que deviendront les Congolais? Sommes-nous capables de répondre à ces attentes-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? L'homme politique est celui qui conçoit et prévoit l'avenir. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se projeter sur l'avenir? Pourquoi raisonner tout simplement pour faire plaisir, disons, à l'échiquier international? Non, nous ne devons pas agir comme ça. Nous devons réfléchir, poser les problèmes comme il se doit et répondre massivement. Aujourd'hui, il y a un problème sanitaire qui se pose au Congo démocratique. Il y a soi-disant le phénomène d'Ebola. Mais est-ce que nous sommes capables, avec les plateaux techniques que nous connaissons au Congo, capables de juguler l'arrivée massive de nos frères du Congo démocratique qui seraient infestés? Je ne dis pas que tous les habitants du Congo démocratique sont infestés, mais s'il arrivait qu'il y ait ne fût-ce qu'une dizaine, serons-nous capables de répondre à ce fléau-là pour endiguer ce mal? Non, non. Arrêtons d'agir comme ça. Pas de précipitation. Parce qu'on dit toute vision spontanée d'une vision quelconque n'est pas maturité d'esprit. Je crois que nos cadres, soit ils font du prosélytisme, soit ils manquent de maturité. En tout cas, il faudrait que le Congolais s'assoie et réfléchisse et réponde à froid parce que c'est une situation d'ordre social, c'est une situation qui prédispose le Congo à une calamité que nous serons incapables d'endiguer. L'homme sage est celui qui prévoit et l'homme politique, c'est celui qui dispose d'un plan bien établi pour prévenir les désastres. Voilà un peu ce que je tenais absolument à partager parce que le Congo n'est pas prêt à recevoir toute la misère du monde. J'en ai Merci terminé. Merci. Benoît Youlou. Jean-Paul Ebenga, tout à l'heure, Benoît Youlou vient d'évoquer un aspect très important et c'est pour plaire à l'échiquier international. Évidemment, c'était aussi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique devant la BAD. Bah, est-ce que c'était aussi pour flatter un peu d'argent, surtout que le Congo est en crise? Bon, tout le monde sait que ça soit capable de tout, hein, pour plaire, voilà, aux j'allais dire, sur le plan international. La vérité, c'est ça. Je vous rappelle ici, vous le savez, qu'il a prêté 100 milliards de francs CFA à la Côte En d'Ivoire. Côte Ces d'Ivoire. milliards-là, je ne sais pas si c'est déjà rentré au Congo, mais je ne pense pas. Vous imaginez, tout ça, c'est pour son image, plaire à ses amis. Il a prêté aussi 50 milliards au Niger, au ce temps-là, et 25 milliards en Centrafrique. Il a même payé les salaires des Centrafricains pendant que les Congolais, eux, tirent le diable par là que. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vendre, de sacrifier le Congo pour plaire à ses soutiens, à ses amis au niveau de l'étranger. Alors, est-ce que c'était là un peu, bon, ça me rappelle un peu le corbeau et le renard, est-ce que c'était juste pour plaire à la BAD, chercher l'argent, et puis bon, laissez-moi ouvrir faire un beau discours, peut-être qu'ils vont me donner un peu d'argent pour voilà, régler quelques problèmes que j'ai au Congo. Mais d'aucuns pensent que c'est vraiment une décision suicidaire. Effectivement, c'est une décision suicidaire. Si c'est pour plaire aussi, ça ne nous étonne pas. Vous savez qu'il était arrivé un moment
M. Sassou était surnommé empereur. Et il riait, il souriait. Il était très content bon, Alors mais qu'un très, homme sérieux, pardon de vous couper comme ça, devrait, attendez, se fâcher, s'indigner pour dire, mais comment, moi, président de la République, vous pouvez dire de moi un empereur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous insinuez derrière? Mais non, lui, il était tout content, souriant, il était content d'entendre ça. il était tout content, très content, et son entourage présentait cela comme si M. Sassou était très honoré, très, très distingué, et que ça valorisait la diplomatie du Congo, notre pays, alors que nous savons bien que la diplomatie, si elle est bonne, elle est valable, normalement, on devrait l'amener à ce que les Congolais soient représentés, par exemple, ou que les Congolais se retrouvent dans beaucoup d'institutions internationales. Si on a un président qui pèse, qui est remarqué, qui a de la substance, parce que considéré par les autres présidents, mais on n'allait pas connaître, par exemple, les échecs l'échec de l'UNESCO, vous voyez. Et par 2 fois, il faut le relever, le Congo, par rapport à sa diplomatie. On a perdu le poste de l'UNESCO depuis le grand écrivain Henri Lopez, et la seconde fois avec le dernier frère qui s'était présenté, malheureusement. Malanda. Non, non, pas Malanda. C'était le nom m'échappe, enfin, je vois de qui il s'agit. Pour montrer que Sassou, il cherche à, à À plaire, plaire. en fait, voilà, oui. Hein. Et le grave danger, c'est qu'au niveau de notre pays, vous voyez, le plus souvent, quand il prend ses décisions, il s'exprime à la première personne du singulier. Il dit je décrète, je décide. Mais c'est pas comme ça. Les Congolais ne veulent pas de cette façon de gérer le pays. C'est pas un individu qui décide, ce n'est pas un clan qui décide. Et là, je vous avais fait état de la popularité du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a drainé des foules dans la région du Kulou parce qu'il y a eu un contact, une écoute de la population, du peuple. Et si Sassou prenait le temps d'écouter le peuple, mais il n'allait pas chercher à se plaire dans des déclarations alambiquées de ce genre. Hein. Parce que nous, le Congo, on est à 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants suivant le recensement de l'ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu aujourd'hui ministre de la Défense. Un recensement qui était juste un travail administratif. Peut-être les Congolais sont à 5 millions, peut-être à 7 millions. Et un ministre qui ne comprend pas ce que c'est que les statistiques qui doivent définir le nombre d'habitants dans un pays. Parce que le nombre d'habitants, on allait même bien connaître les départements qui sont très peuplés, avec un grand nombre d'enfants, avec un grand nombre et là, du point de vue médical, puisque nous parlons de la sécurité sanitaire, là. Mais nous avons des régions qui sont très peuplées où tout le système médical ne répond pas parce qu'il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'hôpitaux et autres. Mais si nous avons une entrée considérable d'étrangers dans notre pays, comment pouvoir juguler tout cela? Comment pouvoir nous défendre, nous structurer, comment les recevoir comme il se doit? Non, moi j'ai suivi une de ton émission avec un ami que je connais très bien, Loubello, où on a parlé de la sérénité de l'individu Sassou, où ses neurones sont en train de perdre de leur qualité et on a des craintes. Notre avenir est de plus en plus ténébreux avec un animateur politique principal qui semble ne plus savoir exactement quel est son rôle. C'est très dangereux pour nous. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question, cet appel de M. Sassou. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean-Paul Ebenga. Alors, Robert Adouki et certains estiment que dans ce genre de décision, il faut d'abord, au préalable, hein, des accords de réciprocité avec les pays avec qui on veut ouvrir, bien sûr, les frontières. Mais depuis un certain moment, et vous l'avez probablement aussi constaté, c'est que Denis Sassou Nguesso se comporte de plus en plus comme un monarque.
l'homme qui a maître absolu, parce que certainement, face à lui, il n'y a plus personne, même les institutions ne sont que des caisses de résonance, c'est le cas de le dire. Après, il faut qu'on vienne nous démontrer le contraire. Vous l'avez vu, lorsqu'il a décidé de la série d'assassinat des jeunes, personne ne s'est opposé à lui. En violation, bien sûr, de la Constitution, il décide à une série d'assassinats des jeunes. Zéro Kuluna, on commence à tuer les jeunes dans la rue, devant les familles, on emporte les corps, on profane les corps, on brûle les maisons. Tout ça, ça a été fait devant tout le monde, personne ne réagit. Et là aussi, c'est une décision unilatérale. Et là, il vient de prendre encore une décision unilatérale, certainement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour plaire à la balle, puisqu'il a besoin d'argent. Il ouvre les frontières et voilà, tout le monde est aux abonnés absents, les institutions sont là, personne ne parle, personne ne l'interpelle, voilà. Alors que c'est une décision dangereuse, très dangereuse, il faut le dire comme ça. Alors, vous allez conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce nouveau comportement qu'on est en train d'observer de Denis Sassou Nguesso? De plus en plus, il devient, enfin, c'est le roi Sassou qu'il faut l'appeler maintenant. Monsieur Sassou l'empereur. devient incontrôlable parce qu'il est le seul maître à bord. Et au nom de l'unité africaine, certains vont l'applaudir après une telle décision. La suppression des visas d'entrée au Congo-Brazzaville n'est pas une mauvaise décision. C'est très bien dans le cadre de l'intégration africaine, de la libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a aucun problème. Mais M. Sassou confond, accélérant la marche vers le développement du Congo pour lequel il a échoué, et il veut accélérer la marche vers l'intégration africaine en supprimant les visas d'entrée au Congo. C'est une aberration. Sans avoir préparé les préalables, la base de tout ça. Donc. Exactement. Monsieur Sassou, là, s'est servi de cette tribune. C'est tout à son honneur d'ailleurs, hein, parce qu'il a réussi à s'octroyer une tribune chez lui pour pouvoir faire cette annonce qui, à mon sens, le fond de ma pensée, est une commande qui émane de l'extérieur. Ce n'est même pas de sa volonté, même si cette commande fait partie des objectifs 2063 de l'Union africaine. Mais je pense que là, on lui a un peu, je dirais, forcé la main. Et rappelez-vous, après Sassou l'écolo, aujourd'hui on a Sassou le panafricain, au moment du Fonds bleu, de l'établissement du Fonds bleu, il s'est comporté exactement de la même manière. Il n'en a rien à foutre de l'écologie, du poumon vert, de la Mais d'ailleurs, on voit comment il a cédé des permis d'exploitation sauvage de l'or, voilà, dans la partie nord. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut capter comme ressources financières pour pouvoir mettre en place sa politique et servir ses amis qui le protègent et qui l'ont mis là. Donc, cette annonce des visas, moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit très clair. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Le Congo a toujours été un pays de transit et un pays d'accueil. Nous avons accueilli toute l'Afrique. On n'a pas eu besoin qu'un jour, un individu décrète qu'il n'y a plus de visa pour que les Africains viennent au Congo. Mais ça doit être réglementé, ça doit être régulé. Il faut être pragmatique. Monsieur Sassou, là, aujourd'hui, manque de pragmatisme. Que voulez-vous faire aujourd'hui, au point où nous en sommes, au 1er janvier 2026? Et c'est une aberration. Il faudrait que des préalables soient mis en place. Il faudrait, parmi ces préalables, une consultation nationale, parce que cette question interpelle tous les Congolais. Et ça engage le Congo, tout le Congo. Et ça engage le Congo. Nous avons un conseil national du dialogue. Où est-il? Qu'est-il devenu?
Alors, depuis que M. Méry Martin, paix à son âme, n'est plus de ce monde, on n'entend plus parler. Mais les consultations, il faut qu'elles se fassent. Donc, au-delà du débat parlementaire, je crois que M. Sassou a tout intérêt à renforcer les frontières au niveau du Congo. Le Congo est quand même frontalier à 5 pays dans la sous-région. Au-delà des Mais il y a frontières, une forme de violation aussi de la Constitution, parce que normalement, pour engager le pays, le président ne ratifie les accords que lorsque le Parlement, bien entendu, donc Sénat et Assemblée ont déjà ratifié ces accords. Or là, il vient prendre une décision, je l'ai de dit tout à manière l'heure, unilatérale. suicidaire et d'ailleurs unilatérale, d'ouvrir les frontières comme ça de manière délibérée, lui-même, il décide, j'ouvre les frontières comme si le pays était sa petite boutique chez lui. C'est Bon, curieux. donc, nous avons un réel problème de souveraineté nationale à défendre. Et je pense que au-delà de tout ça, tous les points, les aspects sécuritaires qui ont été avancés, il y a quand même des problèmes de sécurité intérieure, de trafic euh, divers et variés. Et Hein. la Il n'y a pas que protection, la drogue, il y évidemment, a le trafic du peuple humain, congolais, c'est la il y moindre a des le choses. trafic sanitaire, il y a toutes ces questions qui se posent à notre pays. En amont, il faut être préparé. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir donner un passeport à chaque Congolais et nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir accueillir l'Afrique entière. Alors, excusez-moi du peu, Monsieur Sassou est brillant, mais là, je pense qu'il est en train de nous démontrer les limites de sa brillance. Accélérant la marche, aujourd'hui, il faudrait qu'il accélère la libération de tous les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Une fois, une fois qu'il aura posé cet acte salutaire, il verra, il comprendra que les choses iront mieux et que ça va détendre et apaiser l'atmosphère et qu'on va peut-être commencer à construire quelque chose de solide. Si tel n'est pas son leitmotiv, à ce moment-là, il ira droit dans le mur et pour ceux qui viendront, il faut qu'ils sachent qu'ils répondront de leurs actes. Et ça ne peut pas être autrement. Merci pour la conclusion. Jean-Paul Ebenga, délégué général du MPA, je vous laisse à peine une minute bien entendu, pour conclure en 2 mots bien entendu. Avant que le DG Oui, n'intervienne, Benoît Youlou. j'aurais souhaité, Ouais, mais bon. je voulais tout simplement conclure en disant ceci. Derrière chaque arrestation, il y a une vie, une famille et des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Nous continuerons, nous, MPA, à nous mobiliser jusqu'à ce que justice, une vraie justice soit rendue et que ces pratiques cessent. Défendre les libertés fondamentales n'est pas un privilège du MPA, mais c'est un devoir. Aujourd'hui, nous élevons une fois de plus nos voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous ne cesserons pas tant que la justice et le respect des droits ne seront pas garantis pour tous. Libérer le général Jean-Marie Michel Moukoko et tous les autres prisonniers politiques. J'en ai terminé. Merci. Merci Benoît Youlou. Jean-Paul Ebenga, pour conclure. Oui, je crois que je vais marteler dans le même sens que les deux frères qui m'ont précédé. La libération du général Jean-Marie Michel Moukoko est une urgence actuellement. Une libération qui ne se limite pas seulement au général Jean-Marie Michel Moukoko, mais à tous les détenus politiques qui croupissent en ce moment dans les geôles du pouvoir de Brazzaville. C'est la seule condition si nous voulons bien construire notre pays. C'est la voie indiquée, sinon nous irons droit au mur tel que le pays est géré actuellement. J'en ai terminé. Merci Jean-Paul Ebenga, merci Benoît Youlou, merci à Robert Adoki d'avoir été avec nous sur R7. C'était un énorme plaisir de vous avoir encore eu.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, aidez-nous à partager cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.